Je m'appelle Alma, je suis chargée de projet à la Condamine depuis janvier. Mon rôle est extrêmement polyvalent. Je m'occupe de gérer la communauté, donc les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je réponds beaucoup aux emails et je m'occupe également de toutes les requêtes que peuvent avoir les artistes. Par exemple, s'ils me demandent des conseils par rapport à leur newsletter, par rapport à la détermination du prix, une question qui revient souvent chez les artistes, par rapport à quoi que ce soit, je vais essayer de les aider. S'ils me demandent de publier leurs œuvres en ligne pour essayer de booster leurs ventes via le site internet auction.fr, je vais le faire. Vous conseillez de vous mettre sur ce site de vente en ligne ? Oui, c'est ça. C'est une boîte avec laquelle vous bossez ? Ou c'est parce que vous avez défini qu'elle était... Pour l'instant, on travaille avec eux. Okay. Et on a la possibilité de représenter les artistes de la Condamine et d'être comme une galerie finalement. Mais à l'avenir, on aimerait aussi trouver d'autres plateformes pour que les artistes puissent avoir plus de sites à disposition et donc plus de chances de vendre leurs œuvres. Alors, oui, il y a Artsper, il y a Art Majeur. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et puis, il y en a d'autres aussi qui sont sympas, mais qui doivent être gérés directement par les artistes. Par exemple, Saatchi. C'est aux artistes de publier eux-mêmes, alors que là, ce qui est pas mal, c'est que c'est nous qui mettons en ligne et qui gérons tout, de A à Z. L'artiste doit juste nous envoyer un dossier avec les œuvres qu'il souhaite vendre, les informations relatives à tout ça, et puis après, nous, on s'occupe du reste. Et ça, c'est pas mal. La Condamine, qu'est-ce que c'est ? Une communauté d'artistes entrepreneurs de plus de 500 membres. Ça, c'est la communauté élargie. On a une communauté après plus restreinte qui fait environ 120 personnes en ce moment. Okay. Et donc ça, ce sont les artistes qu'on suit personnellement, individuellement, soit en coaching, avec la formation individuelle, soit qu'on accompagne au travers des formations collectives. Ça, ce sont plus les conférences, les mises en relation entre tous les membres de la communauté, ou les appels à projets. Dès qu'on entend parler d'un appel à projet, on essaye de prévenir les artistes qui sont susceptibles d'être intéressés par cet appel à projet. Donc ça veut dire que pour avoir droit à ces conférences, à ce suivi, à cette mise en relation, il faut faire partie des 120 que vous suivez personnellement. Voilà, c'est ça. Ça fait partie soit de l'adhésion, soit de l'abonnement. L'adhésion, c'est tout ce qui est formation collective, donc conférences, mais ça inclut également les mises en relation entre les membres et les appels à projets qui sont relayés. Donc ça, c'est combien ? Ça, c'est 50 € par an pour 12 mois. Et l'abonnement, c'est sur 6 mois. Ça peut être pris en charge par l'AFDAS si l'artiste a des droits à la formation, qu'il est affilié à la Maison des artistes ou à la GESA, et qu'il peut prouver qu'il bénéficie de suffisamment de recettes pour pouvoir avoir ses droits à la formation. C'est une formation donc plus longue, plus intense, plus personnelle forcément, qui s'adapte aux besoins et aux projets de chaque artiste. Nous, on leur propose une série d'exercices qui sont inspirés des écoles de commerce et des techniques entrepreneuriales enseignées dans les écoles de commerce et utilisées par les grandes boîtes pour leur inculquer finalement des connaissances qu'ils ne maîtrisent peut-être pas, qui sont plus liées au monde du commerce, mais qui sont qui sont tout aussi utiles pour que les artistes deviennent auteurs de leur succès, on va dire, et qu'ils maîtrisent mieux les codes d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est donc l'abonnement, c'est ça ? C'est ça. Et c'est combien ? Ça, c'est hors AFDAS, c'est 60 € par mois, ou 40 € par mois si l'artiste fait partie de la Maison des artistes. Il peut avoir cette réduction puisqu'on est partenaire de la Maison des artistes. Sinon, l'AFDAS, une prise en charge totale de la formation individuelle. Est-ce qu'il faut être parisien pour profiter de ça ? Alors pour l'instant, on s'occupe majoritairement d'artistes qui vivent en région parisienne, tout simplement parce que c'est plus facile et qu'on tient réellement à avoir des rendez-vous en présentiel pour pouvoir les aider, au moins une fois par mois. Il y a des artistes qui vivent pas tout à fait à Paris, mais en région parisienne et qui se déplacent pour venir nous voir. Mais c'est important d'avoir ce suivi et ce lien, justement parce que c'est pas toujours facile de mêler entrepreneuriat et art. D'avoir cette connexion, et c'est aussi une des valeurs de la Condamine, finalement, le lien social, la création du lien social, et entretenir ces valeurs qui se perdent et qui sont super importantes dans l'art. L'art est avant tout social. Il y a un peu le mythe de l'artiste isolé, enfin, tu vois, l'isolement créatif, c'est pas... Oui, on reçoit beaucoup d'artistes qui nous parlent de ça, justement, et qui nous disent qu'ils sortent de leur grotte pour venir au rendez-vous. Et donc, c'est important pour nous, ça, et pour pouvoir les aider concrètement, parce qu'il y a des choses qui se disent pas par email, ou qui sont plus difficiles à faire via email. Parfois, c'est plus facile d'apprendre en tête à tête. Donc voilà, on privilégie cette technique. Mais à l'avenir, on aimerait bien développer la Condamine dans d'autres villes de France pour essayer justement
de répondre aux besoins d'autres artistes. C'est toi qui les suis un petit peu. Tu disais que tu développais la communauté, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage des premières difficultés qu'ont un artiste, ou alors des premières choses que tu conseilles de faire? Je pense que ce qui revient souvent quand on rencontre des artistes, c'est le sentiment justement d'être abandonné. Je crois que c'est ce qui revient le plus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, je pense. Abandonné, comment ça? C'est-à-dire abandonnés par les institutions, par justement le monde de la culture, les intermédiaires culturels qui ont encore un poids trop important dans les décisions et dans le sort des artistes tout simplement. Le fait que le monde de l'art soit devenu un vrai marché de concurrence où il y a énormément d'artistes pour finalement beaucoup moins d'institutions ou de galeries pour les représenter, d'acteurs. Ouais, et en même temps, ça c'est dans le cas où on estime que c'est l'institution et les galeries qui font le marché. Ouais. Oui. Mais il y en a du coup qui viennent parce qu'ils sont déçus d'avoir reçu énormément de réponses négatives alors que ils ont une carrière tout à fait confirmée. Mais je dirais que ça concerne beaucoup d'artistes, mais pas que. Il y a des gens qui vivent très bien de leur art et de leur profession, puisque c'est une profession, et qui viennent nous voir pour apprendre de nouvelles choses, comme la communication sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi ça. Ouais, c'est pas forcément, il n'y a pas que des histoires dramatiques. Ouais. Même si bon, ça fait vendre. Non, il y a des belles histoires aussi, mais on accompagne sur des sujets très différents quand même, objectivement. C'est pour ça que c'est important pour nous de rencontrer les artistes quotidiennement et on reçoit énormément d'artistes, même des gens qui finalement ne rejoignent pas la communauté. On leur propose un rendez-vous gratuit pendant 1 heure pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur trajectoire, de leurs projets sur les courts et moyens termes, de leur personnalité aussi, pour voir si on peut les aider. Et ça, pour nous, c'est important parce que justement, quand des artistes viennent nous voir, on sait qu'il y a souvent des parcours difficiles. On essaie de reconstruire ce lien social. Et pour ça, ça implique justement de rencontrer beaucoup de personnes. Ouais. Et puis pour mieux cerner aussi les tendances générales, les besoins généraux, même si on peut pas évidemment mettre tout le monde dans le même panier. C'est quoi un des premiers conseils que tu donnerais à un jeune artiste qui veut se lancer? De prendre ses responsabilités. C'est l'esprit de toute manière. La communauté, comme je le disais, la Condamine, c'est avant tout une communauté d'artistes entrepreneurs. Qui dit entreprendre, dit mettre en œuvre certaines actions. Et il y a encore beaucoup d'artistes qui pensent que on va tout faire à leur place. À partir du moment où les personnes prennent en main leur vie, se rendent compte qu'il y a des choses sur lesquelles ils peuvent agir. Effectivement, ils pourront pas toujours prendre en compte tous les paramètres, tout l'environnement, les décisions des galeries, tout ça, ça repose pas sur eux. Mais en attendant, préparer un bon portfolio, un bon book, utiliser les bons outils de communication, savoir se présenter, être à l'aise à l'oral, ce sont des points clés sur lesquels il faut bosser. Et moi, je pense toujours qu'il faut maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Et puis, une fois que on a fait tout ça, déjà, ça attire plus, forcément, puisqu'on a fait un travail sur soi-même. On est plus qualifié, sûrement, pour répondre à certaines demandes. Et en plus de ça, une fois qu'on a fait tout ça, si l'environnement ne fonctionne pas, au moins, on se dira que c'est pas de notre faute. Ouais, voilà. C'est sûr. Mais repousser un peu cet esprit de victimisation qui, selon moi, n'est pas bonne. C'est peut-être un peu dur, mais je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, la plupart des gens que je vois réussir, depuis que je suis ici, ce sont des gens qui sont toujours en train de se remettre en question et de ne pas prendre les choses pour acquises, voilà. Je me méfie toujours des personnes qui arrivent et qui disent que ce sont des génies, mais qu'ils sont incompris. Ah, c'est commode en même temps. C'est commode, mais à ce moment-là... Ça permet d'attendre le galeriste ou l'agent qui va tout gérer, quoi. Il est évident qu'il y a des artistes qui sont très talentueux et qui mettent beaucoup de choses en œuvre et qui ont quand même des difficultés. Ça concerne beaucoup d'artistes. Mais en attendant, c'est important d'avoir des bonnes bases et de bosser continuellement sur ce qu'on peut faire, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, un talentueux... qui ne montre pas son travail, ou ne veut pas le montrer, ou ne travaille pas à développer sa visibilité, sera toujours moins acheté qu'un beaucoup moins talentueux qui sait se placer, qui va chercher. Et puis, il y a ce mythe de l'art pour l'art, justement de l'artiste isolé, cette vision très romantique de l'artiste qui existe encore et qui crée parfois quelques tensions entre justement l'art pour l'art et le marché, le méchant marché. Si les artistes, justement, veulent qu'on les reconnaisse à juste titre,
il faut aussi qu'ils puissent montrer que leur art, c'est un travail, c'est une profession, et qui dit travail, dit obligation. Tu disais que vous animez une communauté d'artistes entrepreneurs. Est-ce que vous amenez les artistes à comprendre qui sont leurs cibles? Oui, notamment au travers, par exemple, dans le cadre de la formation individuelle, il y a des exercices bien ciblés, des tableaux sémantiques à remplir, dans lesquels on leur fait identifier leurs objectifs, leurs cibles, leurs besoins, parce que il faut comprendre la différence entre tous ces mots pour pouvoir agir. Donc ça fait partie vraiment d'un exercice qu'on leur impose dans le cadre de la formation individuelle. C'est un des premiers exercices qui fait partie du manuel de formation. Mais c'est eux qui trouvent la cible ou c'est... Justement, c'est ça l'idée. Nous, on essaye de les aider autant que possible, mais on leur fait comprendre aussi que c'est à eux de chercher. Après, on est là pour corriger les exercices. Arthur et Pierre Benoît qui s'occupent de suivre les artistes réellement individuellement, c'est eux qui font ça. Arthur est responsable de la formation individuelle, alors que Pierre Benoît est responsable de la formation collective. Mais on essaye de leur faire comprendre qu'il est important que ce soit eux qui soient moteurs de leur marketing. Ouais, c'est ça, moteur. Mais c'est vraiment la Condamine est un organisme de formation aussi. Nous, on se présente comme une communauté d'artistes entrepreneurs, mais au niveau légal, c'est référencé comme un organisme de formation habilité à justement faire des formations, datadocké. Donc, qui dit formation, dit devoir, dit exercice et retour un peu sur les bancs de l'école. Mais on essaye de faire ça de manière tout à fait joyeuse et pas scolaire. Il y a des exercices, mais les artistes peuvent les faire au moment qui leur convient. Voilà. Nous, on leur propose un rendez-vous par mois, mais il y a des artistes qui font les exercices très rapidement, qui préfèrent tout concentrer, d'autres qui en font un par mois, parce qu'il y en a 6 pour les 6 mois de formation. Voilà. Est-ce que vous, depuis le temps que vous suivez des artistes, vous avez vu émerger des types de cibles qui reviennent quand même très souvent? C'est-à-dire des gens qui sont amateurs d'art, qui potentiellement peuvent acheter. Est-ce que vous avez des petites ficelles à nous donner? Nous, on noue des partenariats avec des boîtes ou des associations qui sont spécialisées là-dedans. Ah ouais? Et par exemple, on a noué un partenariat avec Mur Blanc en janvier. Mur Blanc, en fait, c'est une dame, Alexia Rigaud, qui s'occupe... Ah, mais je l'ai interviewée. Allez voir l'épisode de mémoire, l'épisode 10. Voilà. Après, il y a d'autres types de partenariats. On a Fabienne Perru, qui s'occupe de Récurrence Photo, qui est une boîte qui crée des événements de team building autour de la photographie. Okay. Elle crée également des expositions qui peuvent être faites à l'initiative des employés qui choisissent les photos qui vont faire partie de l'exposition. Voilà, donc ça permet d'amener l'art dans les entreprises et de mélanger ça, ce qui pendant longtemps n'avait pas été fait, et surtout de mettre un peu d'art justement dans la vie des employés. Vous êtes partenaire, c'est ça? Ça se passe comment? C'est-à-dire que les artistes que vous suivez prêtent des œuvres? Est-ce qu'ils sont rémunérés pour ça? Est-ce qu'ils achètent les œuvres? Ça se passe comment concrètement? Alors nous, on fait des mises en relation surtout. Dès qu'on voit que des artistes pourraient intéresser certains de nos partenaires, ou quand les partenaires nous envoient eux-mêmes des mails en nous disant qu'ils sont à la recherche de tel profil, on va s'occuper de ça. Et puis après, on laisse les artistes poursuivre les conversations. Et tu sais pas si les artistes sont rémunérés? On essaye de leur trouver du travail rémunéré, mais ça, c'est plus des prestations qu'on offre aux entreprises. C'est pas des partenariats. Par exemple, on a un client, Phyto, pour les laboratoires capillaires, qui on fait travailler un photographe de la Condamine pour des shootings pour les réseaux sociaux de Phyto. Donc là, c'est plus tellement du travail artistique, c'est de la commande, quoi. Oui, mais ça permet aussi aux artistes d'avoir un peu d'argent pour après pouvoir continuer à exercer leur activité artistique. Ouais, c'est toujours un petit peu délicat là. En même temps, je comprends bien qu'il faut se sortir les plumes en tant qu'artiste, et en même temps, d'un autre côté, j'ai quand même vu pas mal de choses qui se faisaient par exemple dans le prêt d'œuvres. Et moi, je suis assez dubitative à l'idée de prêter des œuvres pour une entreprise gratuitement, quoi. Parce que potentiellement quelqu'un pourrait. Enfin, je veux dire, il s'agit pas d'un don, quoi. Oui, ah oui, d'accord. Non, les artistes, quand ils participent aux expositions, c'est pas des expositions muséales, c'est un travail. D'accord, ok. Oui, c'était ça ma question. Pour. Ah ok. Donc on s'est mal compris. Donc ça veut dire que quand vous avez des partenariats avec une boîte, par exemple, l'artiste crée une œuvre. Créer ou a des œuvres à disposition, après il faut voir avec... Et est payé pour ça. Il paye. Ah d'accord. Ah oui, bien sûr, c'est juste que moi je pensais que tu me parlais directement de rémunération, nous la Condamine, non, c'est pas nous qui rémunérons, non. C'est ça, mais par exemple là, même pour les expositions muséales, en ce moment on est en train de voir s'il y a une possibilité au château de la Mazière, qui est dans le 95,
Et ce serait pour une exposition en avril 2020. On va voir si la Condamine est sélectionnée, on croise les doigts. Et là, ça permettrait aux artistes de pouvoir exposer leurs œuvres pendant un mois et de percevoir une petite rémunération publique pour ça. Super. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de conférences que vous mettiez en place dans le cadre de l'adhésion qui est à 50 € l'année. Voilà, c'est ça. C'est quand même assez intéressant. T'as deux conférences par mois, c'est ça? Oui, en moyenne. Après, il y a la pause estivale, mais en moyenne, c'est ça, sur des thématiques très variées. Par exemple, on a fait comment vendre son travail grâce à Instagram, comment se présenter dernièrement, comment gérer ses démarches administratives, comment déterminer le prix de son travail. Et on essaye d'accueillir de plus en plus d'intervenants extérieurs. Donc t'as Pierre Benoît qui gère l'ensemble des conférences puisqu'il en est responsable et qui peut les animer. La plupart des conférences, il les anime. Mais on essaye aussi d'avoir des personnes plus spécialisées sur des thématiques bien précises. Par exemple, dans le cadre de la conférence sur la détermination du prix, qui est une question qui revient tout le temps, c'est une question qui même divise tous les économistes du monde de l'art, hein, qui essayent de trouver les meilleures formules pour ça. Moi qui ai fait un master en économie de l'art et de la culture, je peux en témoigner. Même ceux qui sont les plus habilités à parler de ça ne savent pas exactement. Il y a un facteur énormément subjectif, même si il y a des critères objectifs qui peuvent être déterminés, comme les dimensions, les matériaux utilisés, le nom de l'artiste, mine de rien. Sa valeur, sa cote, etc. Mais il y a quand même une grande valeur subjective. Et donc, c'est une question qui revient tout le temps. On a beaucoup d'artistes qui nous demandent comment fixer leurs prix. Est-ce que leurs prix sont bons pour tel ou tel, je sais pas, moi, foire, exposition, est-ce que ça va? Et donc, on a accueilli 2 commissaires-priseurs de Yellow Peacock. C'est 2 femmes qui ont monté ça il y a peu de temps. Et qui sont des commissaires-priseurs de formation, et on leur a demandé de faire une petite intervention pour donner plus de précision sur la connaissance du milieu, sur tout ça, quoi. Et du coup, toi, j'en profite puisque tu viens de dire que tu avais fait un master là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses du fait de se faire une cote? C'est-à-dire que j'ai entendu il y a pas très longtemps que... Il y a des artistes qui préfèrent ne pas être cotés. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais sur la cote? C'est vrai que la plupart des personnes qui sont cotées, ce sont des personnes qui sont cotées après leur mort, de manière posthume. Ça, c'est déjà un fait. Objectivement, c'est une question difficile. Moi-même, je saurais pas très bien comment me positionner. Parce que qu'est-ce que ça... Enfin, bon, déjà, il y a plusieurs choses. D'après ce que tu dis, si tu vas avoir une cote naturelle, pour 95% des artistes, c'est un petit peu tard dans ta carrière. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il y a des entreprises que tu peux aller voir pour qu'ils te fassent ta cote. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Le truc, c'est que, de toute manière, les ventes aux enchères, c'est tellement instable. Même pour les grands artistes. Quand je dis grands artistes, je dis pas que des personnes qui ont un grand talent, mais des gens qui sont bien cotés. Kunz, par exemple, le prix de ses œuvres a chuté depuis 2014. De manière drastique. Bon, là, il y a les dernières ventes, ça a repris, ça a recommencé, mais c'est comme de la finance, finalement, tu vois, ça fluctue. Donc, tu peux jamais savoir à l'avance. Et ce qui était à la mode hier peut très bien disparaître aujourd'hui. C'est pour ça que je me méfie toujours. Même le terme artiste émergent, qu'est-ce que ça veut dire émergent, tu vois? Parce qu'il y a tellement d'artistes émergents, finalement, il y en a énormément, puis après on n'en entend plus jamais parler. Mais il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle La face cachée du marché de l'art. Bon, là, c'est sur les abus, ça concerne vraiment un microcosme, quoi, du marché, quoi. Sûr, parce que le marché de l'art, en fait, quand on parle du marché de l'art, on entend toujours parler des grands artistes. Mais quand je dis grands artistes, artistes cotés, artistes reconnus, qui ont une valeur financière. Mais le marché de l'art, c'est avant tout, c'est des artistes comme des gens qui sont à la Contamine, quoi. C'est même un petit peu à cause de ce microcosme que le commun des mortels estime qu'il a rien à faire avec le milieu de l'art, quoi. Oui. Puis je pense que à juste titre aussi, parce qu'il y a tellement d'abus dans ce monde-là. Les ports francs, c'est une aberration. Le fait que beaucoup d'investisseurs très riches de pays émergents investissent là-dedans comme s'il s'agissait d'immobilier ou d'actions en bourse ou de titres financiers. Donc, en ce sens, considérer que l'art doit être réduit à ça, ça fait un peu peur, quoi. Un simple produit pour diversifier son portfolio et diminuer le risque de ses investissements, c'est un peu triste. Un artiste émergent pour un pays émergent, quoi. C'est vraiment, ouais. Mais bon, nous, à la Condamine, on essaye de donner des clés, des petits outils, des petites piqûres de rappel pour que les artistes puissent tout mettre en œuvre pour réussir, quoi. Alors du coup, quand on est suivi par la Condamine, au niveau pratique, il faut qu'on soit un artiste pro. Faut être un artiste pro. Il y a des artistes qui sont en début de carrière, et il y en a qui sont plus confirmés. Il y a des artistes qui ont 30 ans de carrière, et qui viennent nous voir.
Il y a d'autres qui sont d'autres artistes plus jeunes, ou même il y a des artistes plus âgés, mais qui commencent leur carrière plus tardivement, qui ont fait une carrière en entreprise, qui ne connaissaient pas le monde de l'art, qui sont autodidactes. On a vraiment de tout, on a des profils très différents. Mais l'important, c'est d'avoir cette volonté d'en faire quelque chose de professionnel, que ce soit l'activité principale, et d'avoir vendu quelques œuvres quand même pour confirmer tout ça. Est-ce que on va apprendre des choses comme écrire sa démarche artistique? Ça peut faire partie de la formation. Tout dépend, comme je te disais, on a dans la formation individuelle, puisque là il s'agit plus de choses personnelles qui peuvent être difficilement enseignées en 1h30 de conférence. On se base sur des exercices bien précis. Mais après, ces exercices sont là pour accompagner le projet spécifique de l'artiste. Il y a des gens qui vont venir vous voir pour monter peut-être des expositions et un kit de communication. C'est un travail qui se fait en amont, qui prend plusieurs mois. Et d'autres qui vont venir parce qu'ils sont complètement perdus tout simplement et qu'ils ont besoin de voir par où commencer pour mettre en place les actions qui pourraient leur être bénéfiques. Donc il y a des gens qui viennent avec des objectifs bien précis, d'autres un peu moins, et c'est pour ça qu'on essaye au fur et à mesure de comprendre tout ça. Donc ça veut dire que potentiellement, je peux venir chez vous en disant j'ai besoin d'un kit de communication, et donc avec vous on va développer un kit de communication. Communiquer sur Facebook, sur Instagram, comment s'organiser pour la préparation de l'expo, comment créer un événement sur Eventbrite, tout un panel de choses à faire. Donc en gros c'est un kit de com, ça va être ton plan de bataille. Voilà, c'est ça, ton plan de bataille pour gérer ta com pour l'événement, voilà. Et est-ce que tu as un exemple d'exercice qu'on peut faire dans votre formation? Par exemple, on a le SWOT. SWOT, Strengths, Weakness, Opportunity and Threat. Et c'est un modèle qui est enseigné dans les écoles de commerce, qui permet de faire la différence entre les facteurs externes à la réussite, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qui sont dépendants de l'environnement. Par exemple, les politiques mises en place, l'économie actuelle, la concurrence sur le marché. Dans l'environnement, t'as énormément de choses. Après, tout dépend ce qu'on explique, c'est que les artistes doivent prendre en considération la niche dans laquelle ils exercent. C'est pas juste l'environnement artistique, mais l'environnement au sein de la profession qu'on exerce. Le monde, parce qu'on accompagne aussi des créatifs, pas que des artistes au sens strict du terme. Par exemple, des graphistes. C'est pas le même monde, le monde des graphistes, que le monde des plasticiens, que le monde des chanteurs, que le monde des comédiens. Ce sont des mondes bien distincts. Et il faut prendre en considération un environnement général, mais un environnement de niche aussi. Et même au sein d'une même catégorie, tu peux avoir en fonction de ce que tu exerces, même chez les chanteurs, tout dépend de ton profil. Tout dépend des sujets que tu abordes, du style de musique que tu fais, que tu produis. Si t'es artiste auteur, ou si t'es juste, tu vois. Et donc d'identifier ce qui est relatif à l'environnement et d'identifier les atouts et faiblesses personnelles, ce qu'on maîtrise finalement. Ce qui me manque, ça va être je suis nulle en communication par exemple. Et on peut agir là-dessus. Et grâce à ça, ça permet d'avoir un modèle où tout est clair, où on se rend compte de nos forces et de nos faiblesses et des facteurs qu'on maîtrise plus ou moins. Ouais. Et ça permet d'être mieux préparé. Là. Parce que pour pouvoir agir, il faut aussi comprendre exactement l'environnement dans lequel on évolue. Voilà. Et c'est facile de dire oui, le monde de l'art est en crise ou je sais pas quoi, mais il faut bien comprendre exactement ce qui se passe. Il paraît que non, d'ailleurs, il paraît qu'il y a beaucoup plus de ventes d'art ces dernières années. Oui, mais ce que je veux dire par là, quand je dis le monde de l'art en crise morale, crise sociale, tout ce que tu veux, j'inclus tout, quoi. Tu disais tout à l'heure que vous aviez des chanteurs, Oui, on s'occupe davantage de plasticiens. Je crois qu'on a un tiers en ce moment d'artistes plasticiens à la Condamine. D'accord. Mais on a également d'autres professions artistiques représentées, mais en moins grande quantité. D'autres qui peuvent être des comédiens, donc tu disais, des chanteurs. Des chanteurs. Il y a quand même un grand groupe de graphistes. Ouais. Mais chanteurs, comédiens, un peu moins. Mais même pour eux, on va essayer de trouver quand même des opportunités. On avait noué un partenariat avec Dimitri Repérant, qui est un coach de voix, qui apprend l'art oratoire justement, mais qui peut également aider sur la voix précisément. Ouais. Il est chanteur lyrique et on va essayer de leur proposer ce genre d'atelier si ça les intéresse. Après, c'est vrai qu'on s'occupe plus d'artistes plasticiens, mais parce qu'il y a beaucoup d'artistes plasticiens qui viennent nous voir. Même ce genre de choses. Moi personnellement, j'ai déjà suivi un stage de prise de parole en public avec Estelle Haas.
Oui, ça peut être de toute manière, ce sont des possibilités qui sont offertes à tous les artistes. On essaie de contacter ceux qui sont le plus intéressés ou le plus susceptibles de correspondre, mais en soi, évidemment, rien n'est fermé. Mais même pour les artistes plasticiens, vu que c'est la catégorie principale chez nous, puisqu'on a noué aussi un partenariat avec la Maison des Artistes, donc on reçoit énormément de plasticiens, puisque la Maison des Artistes, c'est avant tout les arts plastiques. Alors c'est quoi le partenariat que vous avez avec la Maison des Artistes? On relaie la com de la Maison des Artistes, ils relaient notre com par rapport aux conférences par exemple, ce qui nous permet de rencontrer d'autres artistes, de leur faire connaître la Condamine. Eux, ils gèrent énormément d'artistes. Je crois qu'au niveau national, c'est 18 000 artistes, dont la majorité sont concentrés évidemment à Paris, puisque c'est là que le marché de l'art est principalement concentré en France en tout cas. C'est comme ça, c'est dans la capitale. Et évidemment, ils peuvent pas accompagner individuellement les artistes. Bien sûr. Comme nous, quoi. Donc, pour certaines choses, ils nous envoient et puis nous, on s'en occupe. Voilà. Si on est artiste, qu'on veut être aidé par la Condamine, on fait comment? On nous contacte, on nous envoie. Sur le site? Oui, sur le site, on peut trouver notre adresse mail, lacondamine.org, www.lacondamine.org, tout attaché. On nous trouve dans les premiers résultats, c'est facile. On clique. Et il faut aller dans la page contact pour nous envoyer un message à travers le formulaire de contact. Nous, on reçoit et on répond dans les jours suivants. Les réseaux sociaux, vous en avez? Oui, Facebook, Instagram. Sur Facebook, la Condamine, tout simplement. Sur Instagram, la-du-bas, Condamine-du-bas. Facile aussi de nous retrouver. Il suffit de nous liker. Et ou de vous abonner, et puis comme ça on pourra voir votre profil. Super. J'aurais juste une question un petit peu plus personnelle maintenant qu'on a bien parlé de la Condamine. Tu disais tout à l'heure que tu avais un master. Tu n'aurais pas 2-3 petites clés pour comprendre un peu mieux le marché de l'art et de la culture pour les jeunes artistes? Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune artiste? De s'accrocher. De bien s'accrocher. Parce que ouais, ça pour le coup, c'était quelque chose qui revenait souvent pendant le master que j'ai fait. Ce sera difficile. Déjà que c'est difficile pour les acteurs du marché de la culture, parce qu'il faut pas croire. Même pour les galeries, c'est extrêmement difficile. La plupart sont endettés à mort. Ah oui, non mais c'est la plupart ferment. Il faut pas croire qu'il y a que des méchants galeristes, quoi. C'est vraiment très compliqué comme monde. Donc, si déjà les gens qui ont le pouvoir, c'est difficile pour eux, comment voulez-vous que les artistes après réussissent facilement? Donc, c'est un monde qui est bouché de toute manière. Même mes amis, même nous dans le secteur culturel, je vois, j'ai des amis qui ont mis du temps avant de trouver un boulot ou un emploi, ou qui cumulent les stages depuis des années. Donc ce sera difficile pour les artistes, ce sera la même chose, surtout que eux, pour le coup, n'auront aucune formation en business, commerce, entrepreneuriat, commerce, parce que on s'est rendu compte que les écoles d'art sont tout à fait encore, je sais pas moi, dans le passé, quoi. C'est comme il y a 30 ans, quoi. Il se passe pas grand chose. Parfois, de temps en temps, il y a un intervenant, une conférence, un intervenant qui vient parler de quelques petits trucs. Tu vois, sur les sites internet, ils essayent de professionnaliser un peu ça et de rendre ça plus entrepreneurial. Il suffit d'aller consulter les sites. Mais après, on se rend compte que finalement, il n'y a pas grand chose derrière. L'année dernière, j'avais interviewé dans le cadre d'un travail pour mon master, un artiste aux Pays-Bas, puisque mon master je l'ai fait aux Pays-Bas. Mais il y a des choses qui se retrouvent dans tous les pays, quoi. Et il me disait, j'ai fait cette école de design. Non, on n'en parlait pas vraiment. On se posait pas vraiment la question. Puis c'est en sortant que j'ai réalisé que c'était pas si facile que ça. Et maintenant, je me sens complètement perdue. Et en plus, il disait, et j'ai de la chance parce que lui, le marché du design, pour le coup, là-bas, c'était pas bouché. Oui. Pour autant, ça n'était pas facile, quoi. Le conseil, oui, c'est peut-être faire des formations parallèles en commerce, en entrepreneuriat, ou en tout cas ne pas être fermé à ça, voilà. Voilà, ne pas être fermé. Ça veut pas dire qu'il faut devenir à quoi ça? Aux formations. Aux formations. À l'entrepreneuriat de manière générale, parce qu'entrepreneuriat, ça veut juste dire c'est entrepreneuriat, entreprendre, innover. Schumpeter avait dit que l'innovation, c'est quoi? C'est entreprendre. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui innove. Innover, ça veut dire créer à partir de choses déjà existantes. Donc avec des choses qu'on maîtrise. Et l'entrepreneuriat, ça peut être justement un artiste qui fait toute une série de démarches pour réussir. Voilà. Et il y a encore D'ailleurs, il y a plein d'entrepreneurs qui gagnent pas bien leur vie. Ça veut pas dire entrepreneuriat et argent, c'est pas la même chose. Il
y a aussi deux sphères du marché de l'art qui sont assez connues finalement par les artistes, et d'ailleurs qui sont les deux seules qui sont un peu enseignées. C'est celle de ce microcosme d'artistes extrêmement cotés, et celle de l'art subventionné en France. Oui, en France, parce qu'il y a des pays où... Et du coup, à part ces deux sphères-là qui sont plus ou moins connues par les artistes ressortissants d'écoles françaises ou même d'autodidactes français, il y a quoi comme autre marché de l'art, selon toi? Le marché intermédiaire est toujours un peu plus complexe parce que justement, il est à bout de souffle. Tu te rends compte que ah ouais, il est à bout de souffle. Tu te rends compte que justement, t'as les grands acteurs du marché de l'art, et puis après t'as des petits qui essayent de survivre, un peu comme si t'avais une sorte de monopole, tu vois, des grands, et une compétition accrue et énorme, intense entre une multitude de petits. C'est un peu caricatural ce que je dresse là comme portrait, mais donc ne pas être fermé aux alternatives. Par exemple, on a fait une conférence sur les galeries qui a eu énormément de succès, qui a attiré plus de 100 personnes, parce que on avait invité des intervenants qui parlaient d'alternatives aux galeries physiques, les activités en ligne par exemple. Donc il faut prendre en considération toutes ces choses qui ne se faisaient pas il y a quelques années. Et ouais, c'est vrai que pour émergent. ça, on a une super époque pour les artistes. Ça veut pas dire qu'on va nécessairement réussir ni rien, mais prendre en considération, ne pas être fermé aux choses, ne pas être fermé aux opportunités. Voilà. Après, il faut faire gaffe aussi parce que la vente en ligne, tu vois les résultats et en fait, tu te rends compte que ça se fait pour des transactions qui sont quand même mesurées. Parce que les gens, c'est normal, ils n'ont pas forcément confiance, on estime que la qualité de quelque chose se fait de manière plus concrète en voyant l'œuvre. C'est difficile d'acheter de l'œuvre en ligne, mais bon, en même temps, quand on voit que les grandes transactions dans le marché de l'art sont faites sur des JPEG, tu sais, avec des clés USB qui s'échangent. Ah oui. Bah, t'as un marchand d'art qui est l'intermédiaire de grands investisseurs, et puis il leur file une clé USB, ça te va? Oui, très bien. C'est comme ça que ça se marche. Ah, c'est incroyable, ça. Ouais. Alors, ça concerne une minorité, mais ça se fait Oui, aussi. bien sûr, ouais. Donc voilà. C'est une jolie anecdote. Toujours faire gaffe. Une anecdote à quelques millions, mais... Ce sera des JPEG, voilà. Des JPEG mis sur une clé USB. Encore que, pourquoi pas. Oui. Non, voilà, je dis ne pas être fermé aux opportunités, c'est sûr, et savoir les saisir aussi, et les créer. Et pour les créer, il faut entreprendre, innover. On revient toujours au même discours, mais finalement, c'est assez logique. Ouais. Voilà. Un dernier petit mot de la fin. Si vous sentez que le moment est venu de créer de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à venir à la Condamine, nous solliciter, nous parler de votre trajectoire, de vos projets à venir, et voir si on peut vous aider. Super. Voilà. Merci Alma.